Bonjour! Alors, bienvenue dans une nouvelle semaine livresque. Nous sommes le vendredi 20 février. Je suis en mode, comme vous le voyez, studio mobile, mais pause repas classique du vendredi. Et ben voilà, on entame une nouvelle semaine. J'ai pas encore terminé le dernier vlog parce que c'est un peu compliqué pour l'horaire pour moi demain, donc je sais pas comment je vais m'arranger, mais c'est pas grave. Pour vous, ça va déjà être du passé. Et donc, j'ai pas entamé ma nouvelle lecture de la semaine, mais je peux déjà vous dire quelle sera cette première lecture, parce que c'est une lecture pro, un peu. Donc, c'est la lecture du livre pour lequel je vais animer une rencontre de club de lecture la semaine prochaine. Et c'est donc le premier tome de la série des enquêtes de Gaétan Tanguay. Oui, c'est ça. Donc, de Michael Archambault, et ça s'intitule Dernière manche. C'est un roman qui se déroule dans le milieu du tennis professionnel. Et si je me souviens bien, on est dans un tournoi international et la première raquette va être trouvée morte. Le premier détenteur de la première raquette mondiale, ou quelque chose comme ça, va être retrouvé mort. Et a priori, ça semble être quelque chose de bon, est-ce que ça a été une surdose, je sais pas ça, mais finalement, on se rend compte que potentiellement, peut-être qu'il aurait été assassiné. Et Gaétan Tanguay, c'est un journaliste sportif qui, par le biais de certains contacts, va finir par justement avoir cette information-là et se lancer dans une enquête en parallèle de celle des policiers. Et ben voilà. Donc, littérature québécoise, Michael Archambault, qui en est à sa troisième série, je pense. Celui-ci, il y a 3 ou 4 titres. Dans la série Gaétan Tanguay, il y a une nouvelle série qui est sortie qui s'appelle la série des Anna Blanc, qui a l'air d'être plus gore comme trailer. Il y a aussi sorti un roman d'horreur dans la série Destination Extrême. Et voilà, donc ça, c'est un auteur que je vais devoir lire. Je l'ai seulement en papier et numérique. Il n'y a pas de version audio, puis il faut vraiment que je l'ai lu, mais c'est assez court, donc ça devrait bien se passer. Et sinon, ben j'ai pas encore lu finalement le fameux Cher Jane Austen de Béatrice Égémard. C'est chez City que j'ai emprunté à la bibliothèque. Parce que bon, je voulais le mettre dans mon vlog thématique de la semaine dernière, mais ça a comme juste pas à donner. Comme j'avais pas de version audio ou de version numérique, c'était pas vraiment pratique pour moi. Donc, est-ce que je vais le lire cette semaine ou j'attends un peu? Je vais voir. Sinon, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre au menu? Ah, ben de toute façon, dès qu'on va avoir fait cette petite introduction-là, la prochaine fois qu'on va se revoir, ça va potentiellement être... Peut-être que ça va aller à dimanche, parce que le matin, je travaille, puis l'après-midi, j'ai quelque chose de familial. Mais on va avoir un super book haul que j'ai fait cette semaine. Donc, les achats de livres que j'ai fait cette semaine pour vous proposer un petit book haul. Puis j'ai techniquement aussi un livre de bibliothèque que je vais aller chercher ce dimanche. Donc, que vous devriez avoir dans le vlog aussi. Donc, je vais pas mal tout vous montrer ça en même temps. Puis voilà. En même temps, ben, je vous dirai si j'ai déjà entamé / terminé ma lecture du nouveau vlog ou si je suis délinquante et j'ai lu d'autres choses avant, mais il faut pas parce que j'allais terminer quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, ben, sans plus tarder, allez, on se lance le tout. Bonjour vous autres. Alors, on est le lundi 23 février. Et comme vous pouvez le voir et l'entendre, je suis tombée au combat. Donc, je suis pleine de microbes. Et ben, aujourd'hui, c'est congé, une chance, mais je ne sais pas trop à quoi ma semaine va ressembler. Et comme vous pouvez aussi le constater, je ne vous ai pas repris depuis vendredi parce qu'en fait, la fin de semaine s'est un peu déroulée comme je pensais, c'est-à-dire que le samedi, je travaillais, j'avais un événement familial après ça. On est revenu un peu plus tard finalement. Et puis, ben, hier, je me suis juste effondrée sous les microbes. Donc, ben, finalement, j'ai pas pu vous donner des nouvelles. Mais aujourd'hui, je vais essayer de le faire peut-être en plusieurs petites fois parce que ben, c'est ça. Je sais pas trop combien de temps je peux parler sans éternuer. Donc, désolée à l'avance. Désolée pour ce beau look ici de rhume. C'est mon style. Alors, pour vous dire que finalement, en effet, j'ai entamé la fameuse lecture que je dois lire pour mercredi, en espérant que je puisse animer parce que aucune idée à quoi ça va ressembler dans 3 jours, 48 heures, même pas. Je vais essayer de ne pas y penser. Et c'est bien le fameux Dernière manche de Michael Archambault, publié chez De Mortagne, qui est la première enquête de Gaétan Tanguay. Donc, on est ici dans du roman politique québécois qui a une caractéristique spécifique parce que, dans le fond, c'est mené par un chroniqueur sportif, dans le fond, qui n'est pas un journaliste officiel, mais qui est un chroniqueur sportif, qui se spécialise dans les statistiques sportives particulièrement et qui a une personnalité... bon, il s'appelle Gaétan, mais en fait, il est comme dans la trentaine, donc c'est juste que ses parents lui ont donné un nom
en l'honneur de un sportif célèbre, mais c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est dans la génération qui est en lien avec son nom. Bref, mais c'est quelqu'un qui vit visiblement avec un fonctionnement différent du cerveau. J'ai aucune idée si c'est quoi exactement, mais c'est quelqu'un qui doit avoir une routine, ne doit pas sortir de sa routine, a beaucoup de difficultés à nuancer ses interactions sociales, a tendance à pas avoir de tact parce que c'est comme pas trop finalement comment présenter les choses. Et a quand même beaucoup de... semble avoir des espèces de petits traits un peu de troubles obsessifs compulsifs au niveau de la propreté. Donc voilà, on est un petit peu dans cette espèce de personne-là. Et cette personne-là va se retrouver dans ce premier tome-là à sortir complètement de sa zone de confort, en fait, de la zone qui lui permet de fonctionner correctement, parce que il va aller assister à un grand match de tennis dans lequel il va avoir le fameux Samuel Cadieux, qui est genre une des plus grandes raquettes mondiales. Et Samuel Cadieux qui est reconnu comme étant un joueur qui non seulement est bon, mais a une super bonne endurance physique. Et en fait, à la fin d'un match contre son espèce d'ennemi un peu juré, mais dans le sens que un joueur qui va toujours essayer de se présenter contre lui puis que finalement gagne jamais, mais quand même qui est une menace, eh bien, il va tomber mort. Bien entendu, Gaétan Tanguay était sur place parce que c'était le match, il fallait qu'il prenne les statistiques. Il y a un site web qui s'appelle quelque chose comme, je me sais plus c'est quoi, genre, il y a le mot sport dedans, mais en tout cas, c'est un site vraiment où il met toutes ces statistiques sportives, puis c'est vraiment comme un incollable. Bref, il est là pour ça. Puis là, ben, il va constater ça, ça le surprend un peu, puis en fait, lui, c'est comme, quand ça arrive ça, tout le monde est comme super bouleversé, puis lui, ce qu'il se dit, c'est « Oh non, mais est-ce que ces statistiques-là, je vais pouvoir en tenir compte parce que dans le fond, est-ce que quand le joueur meurt à la fin de la partie, est-ce que la partie compte quand même? » Tu sais, vous voyez un petit peu ça. Ses considérations sont différentes parce que son hyper-focus, il est vraiment sur les statistiques, sans égard au reste. Ça reste comme ça. Mais ce qu'on apprend, c'est que juste un petit peu avant le match, il y avait eu un message d'un courriel d'un quelqu'un qui s'appelait Mosquito95 et qui lui disait « Il faut absolument que je vous parle avant le match ou après le match, je me souviens plus, à tel endroit, à tel cours. Ça se passe au stade IGA à Montréal. » Et bon, ça y trotte un peu en tête, mais tu sais, c'est pas trop pourquoi. Mais là, évidemment, quand il y a la mort de Samuel Cadieux qui arrive, même s'il fait juste s'effondrer, comme ça semble vraiment être comme. En plus, il fait super chaud, coup de chaleur ou un problème cardiaque. Mais là, Gaétan Tanguay se dit OK, mais dans le fond, est-ce que c'était pour ça que la personne inconnue voulait me voir? Fait qu'il finit par se rendre à ce rendez-vous-là. Il va pas nécessairement rencontrer Mosquito 95, il va rencontrer une autre grande raquette mondiale au niveau du tennis féminin qui va juste dire en tout cas, tu feras le message que moi j'ai pu faire partie de ça. Fait que ça reste de même. L'action va avancer un petit peu et on va apprendre que Gaétan Tanguay, en fait, se cherche une assistante ou un assistant pour l'aider, pour essayer de faire grandir un peu son site et tout ça. Puis, bien, comme on peut l'imaginer, il y a des critères assez spécifiques qui vont voire à la limite du jugement ou des préjugés ou de la discrimination, parce que pour lui, c'est comme non concevable, inconcevable que, mettons, son assistant soit pas de telle façon. Et dans le fond, il va arriver qu'une jeune femme va se présenter chez lui. C'était son rendez-vous de midi pour une entrevue, puis il avait complètement oublié, ce qui est tout à fait pas caractéristique, c'est parce que ça lui trotte en tête le truc de Samuel Cadieux. Et on parle ici de Tara de Lambert, qui se présente, qui clairement, dès le départ, fait pas l'affaire du tout de Gaétan Tanguay. C'est quelqu'un qui est habillé un petit peu brunch que brunch, elle a des piercings. A priori, de la façon dont même qu'elle se présente, elle va le tutoyer et tout, c'est comme trop, là, ça bouleverse ses repères. Puis, bien, finalement, comme elle est là, il va finir par faire passer l'entrevue. Ça va pas nécessairement se passer vraiment bien, mais éventuellement, il va finir par comprendre que, ben, il y a peut-être pas d'autres candidates, puis il comprend qu'elle est un petit peu liée à ça, finalement, parce qu'elle a eu un frère qui joue au tennis, puis un frère qui a comme étudié, ou en tout cas a progressé au tennis, aux côtés du fameux Samuel Cadieux qui est mort. Donc, cette espèce de duo-là, qui est pas vraiment meant to be, parce que vraiment, ils ont des tempéraments complètement différents, va un peu se lancer dans, ben on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a avec Samuel Cadieux, surtout avec le message que Gaétan Tanguay a reçu de Mosquito 95, puis elle, mais dans le fond, c'est son grand frère qui est décédé, puis qui s'est suicidé, en fait, et qu'elle a toujours voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé, puis dans le fond, ils vont comme faire une espèce de deal, puis de dire, ben écoute,
On va essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel Cadieux, puis en même temps, ben, peut-être que ça va t'aider à avoir des réponses pour ton frère. Donc, on se lance là-dedans. Évidemment que c'est complètement en dehors de ce que Gaétan Tanguay fait habituellement, donc on va le percevoir comme personnage au summum de son malaise en continu, alors que Tara, elle, c'est un peu là-dedans qu'elle s'épanouit et tout. Jusqu'à maintenant, je dirais que ça s'enligne pas nécessairement pour être un roman policier que j'apprécie énormément, dans le sens où c'est juste en raison, en fait, des choix littéraires qui ont été faits ou de la stylistique ou du rythme. Et en fait, c'est que tous ces choix-là, malheureusement pour le moment, je les perçois en premier plan. C'est-à-dire que c'est comme si je vois toute la machine en arrière de la construction de l'intrigue. Puis bien évidemment, comme lectrice, ça me fait décrocher pour le moment. Ça se lit tout seul. C'est pas quelque chose qui est compliqué à lire. C'est super simple, mais c'est c'est encore un peu un cas des auteurs qui ont comme l'impression qu'ils doivent nous dire tout puis nous tenir par la main en prenant pas pour acquis que le lecteur est capable de faire son propre chemin puis de lire entre les lignes. Donc, il va y avoir beaucoup de descriptions à la limite du préjugé parce qu'il faut qu'on comprenne que le personnage a comme, mettons, une vision qui est extrême ou qui est comme un peu limitante. Il va y avoir beaucoup de... Les personnages sont quand même déterminés à grands traits. Ben, vous avez entendu parler de Gaétan Tanguay. Pour Tara, ben, il en a fait dans le fond un personnage de comme la rebelle un peu, évidemment. On a comme l'agent sportif qui connaît tout le monde, mais qui a aussi un intérêt là-dedans. On a le coach vraiment bizarre qu'on dirait qu'il est comme qui a une approche vraiment particulière pour l'entraînement, puis on dirait qu'il est presque un gourou d'une secte. On a la joueuse de tennis, qui est une joueuse qui vient, je pense, d'Europe de l'Est. On est vraiment dans les... Ben, je dirais presque jusqu'à dire les clichés, mais en tout cas, on est dans du codifié vraiment intense. Puis c'est juste que la façon dont c'est amené, à la limite, ça pourrait fonctionner. Mais comme le restant de l'écriture, on comprend tout aussi les codes qui ont été mis. On va mettre des courts-chapitres, mais hyper courts. Genre, j'aime les courts-chapitres. Mais là, on dirait vraiment que c'est comme un roman à feuilleton. On a maximum 2 pages par chapitre. On a juste des petits bribes, mais c'est comme si on laisse pas assez de temps au lecteur pour rentrer dans l'espèce de... dans l'ambiance, dans le contexte, apprendre à connaître les personnages. Les personnages n'ont absolument pas le temps de comme prendre corps, n'ont pas le temps d'avoir un peu une histoire. On est obligé toutes de nous la dire parce qu'on ne leur laisse pas le temps que ça se développe. Donc, bon, a priori, ça a l'air un peu négatif. C'est pas... Comment je pourrais dire? C'est pas mauvais, mais c'est juste que pour moi, ça me fait penser un peu à une structure d'un roman jeunesse où on ne veut pas approfondir trop, où on est obligé de garder un rythme assez soutenu pour essayer de garder l'attention des lecteurs et qu'on va être obligé d'en dire plus que moins, d'identifier rapidement c'est quoi les émotions plutôt que de juste créer un build-up pour faire en sorte que les personnages arrivent à évoluer puis que le lecteur, entre les lignes, soit capable de percevoir finalement qu'est-ce qui se passe. Puis même dans un roman dont l'action va vite, donc où le rythme de l'action est rapide, il y a moyen de faire ça. Fait que c'est comme si, pour le moment, ça le fait moins pour moi parce que là, dans le fond, je vois toutes les structures arriver. On arrive à la fin d'un chapitre, c'est super rapide, puis là, je me dis, c'est sûr que c'est là qui va arrêter, puis c'est là qui arrête. Donc, écoutez, pour le moment, j'ai pas beaucoup d'attachement envers les personnages. Je les déteste pas. Ils sont intéressants parce qu'ils sortent un peu des normes, heureusement. Mais sinon, pour le restant, pour l'intrigue, on dirait que c'est comme convenu. Je vais voir où ça mène. Je suis déjà rendue presque au tiers. Bien sûr que si les choses sont amenées différemment au fur et à mesure, puis que c'est seulement... En tout cas, si jamais ça s'en va dans une autre direction qu'est-ce que c'est annoncé, là, dès le premier tiers, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a au moins un effort de nous amener sur une mauvaise piste. Mais sinon, j'ai vraiment l'impression que l'auteur nous donne toutes les informations comme ça à la petite cuillère, puis on sent que c'est volontairement donné à la petite cuillère, puis on est conscient que ceci est un indice, ceci n'est pas un indice. Donc, pour le moment, ça le fait moins pour moi. J'ai un petit peu peur de comment les gens vont le recevoir parce que c'est vraiment le livre pour lequel je vais faire une animation. Et en plus, on reçoit l'auteur. Donc, l'auteur a l'air super sympathique. De ce que j'ai vu, c'est que c'est un auteur qui était aussi un scénariste et un humoriste. Donc, peut-être que oui, ça pourrait être... Je dirais que ça se présente un peu comme une quotidienne policière, mettons. Tu sais, les deux personnages, ça ressemble vraiment au personnage d'une quotidienne
qu'il n'y aurait pas une super grosse évolution des personnages, mais qu'à chaque, mettons, épisode de 30 minutes, il se passe des choses un peu, ça avance, il y a quand même des échanges sympathiques, puis on est obligé d'aller un petit peu plus dans les grands extrêmes pour qu'on puisse bien comprendre puis distinguer les personnages. Je le perçois un petit peu plus comme ça. En le voyant comme ça me donne plus une idée. Comme un peu comme une télésérie, dans le fond, ou peut-être plus un téléroman, là, vraiment une quotidienne. Fait que si on le perçoit comme ça va. Mais à date, comme lectrice de romans policiers, je vous dirais que c'est peut-être pas, disons, mon préféré. Dans le roman policier québécois, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui ont pu être faites aussi. En même temps, si ce que vous cherchez, c'est un roman qui va vous permettre de lire sans trop vous casser la tête, qui va vous accrocher un peu comme peut-être une série télévisuelle ou Netflix, vous pourrez vous accrocher, puis que vous pouvez juste avoir ça en arrière-fond, c'est bien correct pour le moment. En même temps, là, j'ai l'air un peu sévère, je suis au tiers. Est-ce que ça va changer? Peut-être aussi, là. Mais c'est bien, comme ça, je vais vous avoir mentionné mon point de vue dès le début. Puis, ben, c'est ça. Là, je vais arrêter. Vous avez vu, il va y avoir eu plein de coupures. Mes yeux deviennent luisants. Ne vous en faites pas. C'est juste qu'à chaque fois que j'éternue, ça me fait pleurer des yeux. Mais tout va bien, là. Je suis pas en détresse, à part que je suis dans les grosses journées de microbes. Fait qu'on se revoit si tout va bien, puis que mon état me le permet. On se revoit au moins l'autre fois aujourd'hui, parce que j'aimerais ça vous montrer les achats que j'ai faits la semaine dernière à la librairie Le Furteur. J'ai une réception, il devrait y avoir 2 réceptions livresques qui arrivent aujourd'hui. Fait que j'avais envie de faire vous montrer un petit peu, une espèce de petit book haul, là, dans la journée. Fait que je vais voir, peut-être que je vais me reposer un peu, puis quand je vais avoir les yeux moins brillants, je vous reprendrai. Fait que à tantôt! Bonjour vous autres. Alors, on est toujours le lundi 20 quelque chose février, 23 février. Et comme vous pouvez le voir, mon état s'est pas nécessairement amélioré. J'ai toujours cette lueur brillante dans les yeux. Ne vous en faites pas. C'est pas de la tristesse, c'est juste que ça me fait ça, moi, quand j'ai le rhume. Alors, je me suis dit que j'allais quand même rouvrir avec vous les fameux livres. J'ai aucune idée en combien de fois il va falloir que je fasse ce segment-là, mais je suis à ce point dévouée. Alors, tout d'abord, on va commencer par une réception livresque. Parce que j'ai reçu mon fameux livre d'Atelier 10. Donc, c'est la collection Documents et documentaires. Je ne sais pas si j'en ai un ou deux. Je pense que j'en ai deux parce qu'il y a eu la grève des postes. Puis je pense qu'ils ont simplement attendu de nous envoyer tout ça avec le prochain. Ah non, c'est juste un. Mon Dieu, il est gros. C'est rare que c'est aussi considérable. Eh bien, bien. Alors, c'est
que je vais y arriver, ce qu'on trouve dans la cendre de Nicolas Langelier, Méditation sur le sens et le courage dans un monde en effondrement. Ça a l'air joyeux. C'est vraiment une grosse brique. Habituellement, les documents d'Actualité, c'est à peu près 100 pages. Celui-là, c'est... Bah, c'est 128. Ah, chouette! C'est en plus avec des illustrations. Mais comme des pages doubles comme ça. C'est chouette. Qu'est-ce que ça dit? Bon, en gros, sans vous le lire à l'arrière, ça dit que cet essai-là de Nicolas Langelier, qui avait déjà écrit, qui est un rédacteur en chef du magazine Nouveau Projet, qui est aussi le directeur d'Atelier 10, qui avait déjà écrit un livre, il me semble qu'il avait écrit Carré Rouge, je me souviens plus, c'était en temps de la grève étudiante. Mais bref, il dit que l'essence de cet essai-là, c'est où trouver une raison de vivre et le courage nécessaire dans un monde en effondrement. Donc, écoutez, pourquoi pas. C'est des courts chapitres, encore une fois, avec, encore une fois, je dirais... Ouais, c'est comme un peu les étapes du deuil, presque. Là, je vais vous montrer la table des matières, là, pour que vous puissiez voir. Donc, ça s'avère... Ben, je trouve que ça va être super intéressant. Puis j'aime vraiment l'idée qu'il y ait des illustrations qui soient semées ça et là. Je trouve vraiment, vraiment intéressant. Donc, réception livresque. Pour rappel, c'est un abonnement que je prends. On en reçoit, je pense, 3 par année. Puis dans le fond, ça permet de soutenir à la fois cette édition-là, cet éditeur-là, qui à la fois est un éditeur de magazine, mais aussi d'essais et de pièces de théâtre. On peut les retrouver en librairie, ces essais-là, ou en bibliothèque, mais bon, moi, je m'abonne pour que ça puisse leur faire un espèce de fond de roulement. Sinon, je suis allée chercher un livre à la bibliothèque que j'avais reçu. Et c'est celui-ci. Donc, c'est Furieuse. Et c'est de Geoffroy Monde et Mathieu Bournia. C'est chez Dargaud. Je l'ai vu passer parce que j'étais en train de regarder sur mon fameux site qui vend des livres en anglais en liquidation. Et puis, ben, j'avais vu cette version-là, mais en anglais. Puis là, ben, dans le fond, je me disais, Geoffroy Monde, ça se peut que ce soit un auteur anglophone, mais il y a peut-être moins de chance quand même. Donc, j'allais voir, ça avait l'air super intéressant. C'est un petit peu comme une revisite de la légende du roi Arthur. À l'arrière, ça dit « Le roi Arthur, celui de la légende, un vieil ivrogne décrépit qui passe ses journées vautrées sur son trône. Sa gloire désormais bien lointaine, il la doit à l'épée magique que Merlin lui a forgée pour terrasser les hordes de démons venus envahir le royaume de Pendragon. Devenu témoin de sa déchéance, l'arme enchantée s'ennuie ferme, tandis que la princesse Isabelle fulmine car son débris de père l'a promise en mariage à l'ignoble petit baron de Cumbre. Toutes deux bien décidées à se trouver un meilleur destin, Isa et l'épée s'allient pour fuir le château et partir à la recherche de Maxine, la grande sœur disparue. Mais le vaste monde peut se montrer bien cruel pour une princesse qui n'a connu que la vie de palais. Et les intentions de l'épée sont peut-être moins nobles qu'il n'y paraît. Avouez, ça a vraiment l'air intéressant. On va vous montrer peut-être quelques planches. C'est particulier comme visuel, mais je pense que ça peut le faire pour moi. Donc, ceci. Et éventuellement... Ouh, terrifiant. J'ai hâte de lire ça. Ça a l'air complètement déjanté. Vraiment intéressant. Je suis pas tant de relecture, mais la légende du roi Arthur, je suis un petit peu... j'aime bien ces relectures-là. Et sinon, ben, je vous avais, comme dans le dernier vlog, donné un petit avant-goût du fait que j'étais passée en librairie la semaine dernière et que en librairie indépendante et que j'ai pas été capable de ne pas soutenir la librairie, donc de ne pas acheter de livres. Donc, j'avais fait des petits achats et je voulais vous montrer ça. J'ai 2 achats qui vont aller pas dans ma pile à lire parce que je les ai déjà lus. Puis, j'ai acheté 2 livres mystères. Donc, je voulais ouvrir ça avec vous. Tout d'abord, j'ai acheté le premier tome de la série Hildur de Satu. Satu Rame. C'est édité en format poche ici chez Point. Et puis, ben, je vous disais, là, ça se passe en Islande et on y retrouve Hildur Runarsdottir, hein, qui vit en Islande et qui est inspecteur de police dans les fjords de l'Ouest. Puis, elle va accueillir un stagiaire finlandais qui s'appelle Jacob Johansson. Et ils vont devoir mener une enquête assez particulière qui ne va pas nécessairement être si éloignée.
qui va avoir un certain lien avec le passé de cette fameuse Hildur-là, parce que sa petite sœur, a disparu il y a un bon moment. Et on n'a jamais vraiment su qu'est-ce qui s'était passé. Donc, c'est ce genre d'ambiance-là. J'avais vraiment adoré l'écriture. J'avais aussi lu le second tome qui s'appelle Rosa et Björk. Et puis, ben, quand il va sortir en format poche, je vais sans doute me l'acheter. Donc, premier achat. Et sinon, je me suis enfin décidée... Ah ben, je vais enlever les bandeaux, là, parce que, vous voyez les bandeaux. Je sais que c'est un outil marketing fort pour beaucoup de personnes, mais j'aime pas qu'est-ce que ça fait comme... Je trouve que ça coupe la couverture. Et sinon, l'autre que j'ai acheté, c'est ce coup de cœur-là que j'avais lu il y a 1 an ou 2, il me semble. Traverser les montagnes et venir naître ici, de Marie Pavlenko. C'était paru chez Les Escales en premier, je crois. Et là, c'est chez Pocket. J'ai adoré ça. C'était un total coup de cœur. C'est une histoire de... C'est une histoire de deuil qui croise une histoire de migration un peu impossible. C'est surtout une histoire super humaine, une histoire de femme. Si jamais vous ne l'avez pas lu encore, ça vaut la peine. Puis là, ben, je ne sais pas si j'ai le prix ici. Petit prix, 16,95 $. Ou alors en bibliothèque, mais décidément celui-là, on n'est pas dans du roman policier du tout, on est vraiment dans du roman contemporain, mais ça m'a tellement marqué. Marie Pavlenko, je l'avais plus vu en jeunesse, mais depuis que je l'ai lu dans ce livre-là, j'ai pas été capable de l'oublier, donc ça plume, donc c'est sûr que si elle refait autre chose, je vais sans doute me précipiter. Et on est rendu à nos livres mystères, donc c'était pour la Saint-Valentin, donc c'était pour les coups de cœur. Ici, j'ai pris le choix de Marianne et ça dit comme indice queer manga de la musique. Donc, j'ai toujours un peu peur pour les mangas, mais pourquoi pas, je me suis dit, allez, on y va. Donc, on va ouvrir ça ensemble. C'est parti. Si j'y arrive, c'est très bien emballé. Il n'y a même pas de petite place pour que je puisse commencer à déchirer le papier. Ok, c'est bon, je vais y arriver. Je vais essayer de le mettre... je vais essayer de ne pas trop regarder quand je déballe parce que c'est pas super efficace. Je pense que je vais fermer mes yeux. Je vais essayer de le faire à l'aveugle. Ok. Est-ce que j'arrive à le retirer? D'accord. Alors, c'est bon, à l'arrière, j'ai pas rien qui peut me divulgacher. Qu'est-ce que c'est? On va le regarder ensemble. Et c'est She Wasn't a Guy. Et c'est écrit par Sumiko Arai. C'est publié chez Mangetsu. Je sais pas si j'ai... D'habituellement, je peux avoir la catégorie si c'est un seinen, un shonen, un shoujo. Mettons, si je regarde à l'intérieur. Ils ont quand même juste sur la colorimétrie. C'est intéressant. À la place d'être juste en noir et blanc, c'est comme ça. Et c'est quand même un peu chargé pour moi. Mais pourquoi pas? Ça, c'est très chargé. Mettons, je vous trouve une page qui est moins chargée. Voilà. Et ce que ça dit à l'arrière, c'est Aya, une jeune lycéenne populaire, tombe sous le charme d'un mystérieux disquaire. Leur passion commune pour le rock les rapproche de plus en plus. Mais derrière le masque du disquaire mystérieux et charismatique se cache en réalité Mitsuki, une camarade de classe d'Aya, d'habitude très discrète. Comment cet amour improbable va-t-il évoluer? Aya va-t-elle accepter d'être tombée amoureuse d'une fille? Vraiment excellent. Ben, coudonc, j'ai pris un risque, je me sens vraiment enthousiaste par rapport à ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Cool. Donc, c'est un tome 1. Je ne sais pas s'il y a d'autres tomes qui sont parus. J'imagine que oui. Mangetsu. Mangetsu, dans le fond, c'est un label qui est associé aux éditions Brajlon. Donc, un label français. Donc, je me disais aussi pour le genre de format comme ça. Alors, voilà pour le premier livre mystère. Et le second livre mystère, c'est le choix de Francis, un petit livre poche. Et les mots-clés que nous avions, c'était ceci. Donc, adolescence, année folle et France. Donc, j'avais un petit moment je me disais, année folle, adolescence, pourquoi pas. Donc, c'est parti pour l'ouvrir. Je pense encore essayer de le faire un peu à l'aveugle. Je ne sais pas si j'arrive à juste ouvrir le haut. Dans le fond, je pourrais le sortir par en haut. Là, tantôt, mon cerveau ne fonctionne vraiment pas à grande capacité aujourd'hui. Je suis désolée à l'avance, mais déjà que c'est beau que je suis capable de vous parler encore,
sans trop avoir à me moucher aux 2 secondes. C'est impressionnant. Je vais y arriver. En fait, vous en pas. J'essaye. OK. Je vais fermer les yeux. Et je vais essayer de retirer le livre de son emballage. OK. Non, ça ne veut pas. OK, alors je vais déchirer. En espérant que c'est pas le livre que je suis en train de déchirer. C'est vraiment compliqué. OK, c'est bon. C'est cool! Je n'ai jamais lu en plus. Donc, c'est Le blé en herbe de Colette. J'ai jamais lu Colette, oui, je sais. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je lise du Colette. Ben, coudonc, ça sera une première incursion dans son univers. Alors, la semaine passée, on était dans la Régence, mais là, ici, on a une Colette qui est née en 1873, donc vraiment plus loin. Et ce livre-là, je ne sais pas c'est paru à quelle année, initialement. 1923, donc, année folle. C'est paru au moment où, justement, cette intrigue-là apparaît. Ah, mais c'est écrit à l'arrière, franchement, Marie-Soleil. Je vous lis la 4e. Tous les étés, Philippe et Vinka se retrouvent en Bretagne dans une maison qui abrite leur jeu et leur insouciante complicité. Mais l'enfance disparaît, laissant place à l'adolescence et aux sentiments troubles et nouveaux qui appartiennent à cet âge. La souffrance, la trahison et une mystérieuse dame en blanc viennent rompre la fidélité de Phil et troubler l'âme limpide de Vinka. Ça a l'air vraiment intéressant. Puis c'est les petits j'ai lu à 3 €, donc les petits formats. Très contente de mes deux. C'est rare, d'habitude, quand je suis comme ça, j'ai souvent des déceptions, mais là, vraiment pour des romans, voyons, rencontres à l'aveugle avec des livres, je suis très satisfaite. Donc voilà, c'était ça que j'avais à vous montrer comme arrivée livresque. Il y a un autre livre qui est censé arriver, qui est une précommande. C'est censé arriver aujourd'hui, mais c'est pas encore arrivé. Puis j'ai peur que quand ça va arriver, il commence à vraiment faire noir. Donc, je vais peut-être juste vous le montrer demain si j'ai du temps ou tout ça. Mais voilà, donc l'autre, c'est ça. C'est une précommande. Puis ça me sort de ma zone de confort aussi. Alors, et bien voilà, j'ai survécu à ce moment avec vous. Alors, encore une fois, désolée pour l'apparence, mais j'avais trop envie de vous jaser pour me changer les idées, entre autres. Mais surtout pour enfin découvrir les fameux livres que j'avais achetés, qui étaient des livres Rendez-vous à l'aveugle avec un livre. Donc, voilà. Alors, on se revoit dès que possible. Hey, bonjour vous autres. Devinez, je suis descendue au premier étage et qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Le fameux livre en précommande. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. C'est celui-là que je vous dis que j'ai précommandé. J'aurais pu attendre, j'aurais pu le lire, mais ça fait longtemps que je veux comme découvrir cette autrice-là. Je n'étais pas sûre que ça allait vraiment le faire avec sa première trilogie, je crois. Mais celui-là me tentait bien, donc c'est parti. Et voilà. Alors, oui, c'est peut-être surprenant pour vous, mais ce sera, si je peux faire le focus. Donc, ce sera Agnès Aubert's Mystical Cat Shelter de Heather Fawcett. C'est publié chez Random House. Donc, c'est Heather Fawcett, c'est elle qui avait fait Emily Wilde, je me souviens plus c'est quoi les titres. Donc, la Cozy Fantasy, je crois. Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, Emily Wilde's Map of the Otherlands et Emily Wilde's Compendium of Lost Tales. Et puis, ben là, celui-ci, il me semble que Heather Fawcett, c'est une autrice canadienne, mais je suis pas sûre. Bref, ce que ça dit, celui-ci, pourquoi j'ai été interpellée par celui-là? Mais je pense que je vais comme juste... Je vais juste vous traduire la petite... ce qui est écrit en haut ici, parce que comme c'est en anglais, c'est pas évident pour moi, mais ça dit que, en gros, on va suivre Agnès Aubert, évidemment, parce que, n'est-ce pas, qui gère un refuge pour les chats dans les années 20 à Montréal et qui va devoir demander de l'aide à un magicien grognon mais charmant pour l'aider à sauver son refuge. Puis c'est considéré comme de la cozy fantasy.
Ça se passe à Montréal. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est ce que je comprends bien, c'est que son refuge pour chat, dans le fond, va devoir déménager. Puis elle va se ramasser un peu sans ressources. Puis elle va croiser le chemin de... dans le fond, en fait, la seule personne qui va comme accepter d'y louer un local, en fait, c'est un homme qui s'appelle Havelock et qui aussi, par la force des choses, est le magicien le plus euh, euh, infamous du monde, le moins populaire, qui, en fait, lui fait rouler une boutique de magie illégale dans son sous-sol. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'ai été attirée par Heather Fawcett parce que j'ai toujours aimé, tu sais, je pense que c'était comme la cozy fantasy, ça me tente toujours d'en lire parce que j'aime vraiment beaucoup les couvertures, je me fais gros interpeller par ça. En même temps, je suis pas quelqu'un qui lit du fantasy en général, mais du cozy fantasy, ben je me dis que ça va être trop gnangnan. Mais là, Heather Fawcett, je sais qu'il y en a qui ont adoré la série d'Emily Wilde, d'autres moins. Mais là, celui-là, tu sais, il y avait des chats, ça se passe en 1920 à Montréal. Je fais pas vraiment comme passer à côté, donc je l'ai précommandé. Alors voilà, ce sera donc une future lecture. Et c'était ma dernière arrivée livresque de la semaine. Ce que vous entendez en arrière-fond et le bruit que vous avez entendu, c'est parce que bien évidemment, j'ai laissé l'emballage en carton sur la table. Et vous pensez qui s'est rendu là? Ben oui, c'est bien sûr, c'est Leika qui a voulu s'auto-emballer dans le carton. Ça n'a pas marché. Alors voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous épargner encore plus de mon visage de fille enrhumée, puis on se reprend quand je vais avoir avancé un petit peu plus dans le fameux dernière manche, qui pour le moment ne me fait pas changer d'idée. Donc, je vous en parler quand je l'aurai terminé. À tout de suite. Et bonjour, alors bienvenue dans la suite de ce vlog 100% microbe. Alors, on est le mardi 24 février, mardi que je passe malheureusement à la maison parce que, ben, des fois, il faut se reposer quand on continue à être malade comme ça. Ne vous en faites pas, c'est pas grave, c'est juste que ça prend du temps à remonter. Et ben, finalement, écoutez, hier, j'ai terminé la lecture de Dernière manche de Michael Archambault, publié chez Demeurtag. Et mon opinion, c'est comme maintenu. Donc, ça n'a pas été une lecture affreuse, ça n'a pas été une lecture complètement désagréable, parce qu'à partir du dernier tiers, il y a vraiment eu une montée dans l'action, les péripéties, les rebondissements, les pistes suivies par les personnages principaux qui s'avéraient être potentiellement prometteuses, mais finalement pas nécessairement. Donc, ça générait de l'action nécessairement. Donc, pour ça, au moins vers la fin, il y a eu un petit regain de tension à la limite, un peu plus thriller. Donc, ça, je reconnais qu'au moins, il y a eu ça. Est-ce que dans la suite de cette série-là, ça va être un petit peu plus tôt que ça va arriver? Peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est sûr que là, c'est quand même un premier tome où il fallait quand même qu'on apprenne à connaître les personnages principaux. Donc, Gaëtan Tanguay, qui est assez particulier, et la fameuse Tara. Cela dit, pour moi, ça n'a pas été non plus, ça n'a pas fonctionné totalement. Je persiste et signe en ce qui concerne ce que je considère comme peut-être... Je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, de l'extérieur, ça semblait de la maladresse ou un choix stylistique qui a été fait par l'auteur, mais que moi, je trouvais que comme lecteur, c'était pas nécessairement agréable, c'est-à-dire de nous tenir par la main, de dessiner les choses vraiment à grands traits. Les personnages demeurent encore vraiment presque en 2 dimensions, donc pour moi, j'ai pas tant pu m'y attacher. Il y a beaucoup d'humour un peu potache. Les policiers sont pas super intéressants. C'est à peine si c'est effleuré l'enquête de la police, alors que dans le fond, dans la réalité, c'est peu crédible. Je veux dire, il y aurait eu quand même une enquête de police. Puis les policiers s'appellent Ouellette et Ouellette. Donc, Puis les policiers soulignent le fait que les gens pensent toujours qu'ils sont des Dupont et Dupont. C'est un exemple parfait de ce qui est dans le roman, c'est-à-dire que Ouellette et Ouellette, si le Ouellette ET et Ouellette TTE... si l'auteur avait décidé de le laisser comme ça, potentiellement que les lecteurs auraient fait comme « Ah, c'est un clin d'œil, genre au Dupont et Dupont. » Puis c'est comique parce que les Dupont et Dupont, on sait que c'est pas des policiers efficaces, on aurait comme compris un peu. Mais là, à plusieurs reprises dans le roman, un des deux Ouellettes mentionne ouvertement que c'est une référence que les gens pensent toujours que ce sont les Dupont et Dupont. Fait que comme ce que je voulais dire, c'est que c'est comme si on a l'impression que le lecteur va jamais comprendre, on va lui verbaliser les choses, puis ce que ça fait vraiment comme quand on est obligé d'expliquer une blague que les gens n'ont pas compris.
ou qui ont compris puis qui n'ont pas trouvé drôle, puis que là, on l'explique, puis que finalement, c'est pas vraiment plus drôle. Donc, malheureusement, c'est un procédé qui se retrouve très souvent dans ce livre-là. Surtout quand comme on va suivre, on va se mettre dans le dernier tiers à suivre, même là, à suivre différentes pistes, justement, avec les personnages. Les personnages principaux sont comme d'une naïveté assez impressionnante. Même nous, comme lecteurs, on pourrait déterminer que ça risque de pas bien se passer, mais ils se lancent là-dedans comme s'il n'y avait jamais eu aucun crime ben, même, je sais pas, reportage sur des crimes ou romans policiers qui existaient dans la vie, dans le sens où n'importe qui aurait pu déduire que potentiellement c'était complexe. Puis ils sont comme un peu surpris après ça du fait que ça se passe peut-être pas toujours comme prévu. Je pense que c'est sûr que si on arrivait à croire aux personnages principaux, on aurait peut-être plus. On pourrait plus pardonner des fois justement des élans de candeur parce que ça ferait partie du personnage. Mais là, c'est comme l'ensemble des personnages qui sont comme ça. Puis à chaque fois qu'on suit une piste puis qu'on arrive à quelque part, avant même qu'on ait. On est en train de se dire que c'est ça que ça veut dire, puis que, ah bon, ça s'en va là. Puis là, il y a nécessairement et systématiquement un personnage qui verbalise et confirme notre hypothèse. Donc, ça veut dire que. C'est comme ça partout dans le roman. Moi, ça m'a vraiment, vraiment fait décrocher. Ça m'a vraiment, vraiment dérangé. Donc, c'est pas un mauvais roman, c'est pas quelque chose de mémorable. Pour moi, comme je vous dis, ça me donne un peu l'impression d'être un roman de. Comme une quotidienne. Là. Je le perçois vraiment comme ça, là, un roman. Comme si c'était une télésérie qu'on regarde en épisode de 25 minutes, puis c'est ça qui s'est passé, puis c'est bien correct. Puis sur le coup, on est diverti, mais ça va pas nécessairement aller plus loin. Puis j'en ai vu plusieurs séries avec des personnages principaux qui sont dessinés à grands traits, qui sont plutôt archétypaux, mais il y a toujours une espèce de dimension d'humanité qui est comme rajoutée, une espèce de profondeur qui fait qu'on va s'y attacher. Vers la fin, on commence tranquillement à un tout petit peu avoir cette dimension-là avec peut-être Tara. Mais pour Gaëtan Tanguy, ça semble, même s'il y a des essais de l'humaniser, on dirait que toute tentative de lui donner un passé ou une dimension plus profonde, on dirait, dans ce qui me concerne, que ça fonctionne pas. Ça fait juste ajouter au fait que on fait juste une collection un peu de tics et signes d'un archétype qu'on a de quelqu'un qui vit potentiellement avec sans doute une neuroatypie ou des troubles obsessifs compulsifs. Je pense que ça se veut un roman policier humoristique. Puis ça, c'est le fun. J'aime beaucoup ça. Je suis la première à apprécier ça. Mais pour moi, c'est pas parce que ça se prend pas au sérieux qu'il faut pas que ça soit fait sérieusement. Je l'ai déjà dit dans un autre vlog. Puis dans ce cas-ci, j'ai l'impression que ça a peut-être été fait sérieusement du côté de l'auteur, mais de l'extérieur, ça donne vraiment l'impression que ça se prend pas au sérieux, mais c'est pas non plus construit sérieusement. Fait que en tout cas, moi, ça l'a pas fait. Donc, j'ai pas détesté, je mettrais pas une note terrible, mais ça ira pas plus loin qu'un 3 sur 5, mettons. C'est bien correct. Tant mieux si ça roule, tant mieux si ça va interpeller des gens potentiellement. Puis c'est que pour justement des romans policiers québécois, je trouve ça intéressant. Ça fait vraiment référence à l'actualité québécoise, donc on a vraiment des lieux qui nous disent quelque chose. Évidemment, ça fait référence au milieu du tennis. Les gens qui aiment beaucoup ce sport-là, c'est intéressant aussi quand même. Là-dessus, par contre, le dosage de technicalité versus élément important pour l'intrigue est bien fait, par contre. Donc, on a des détails, mais on n'est pas enseveli sur les détails. Donc, même si on ne connaît pas beaucoup le tennis, on peut quand même se sentir interpellé. Donc, ça, là-dessus, par contre, c'est une des choses que je peux lever mon chapeau. Ça a été vraiment bien fait. J'étais curieuse de voir justement ça. Un roman policier sportif, c'est moins courant dans la littérature québécoise. C'est moins courant en général. Donc, j'avais envie de voir ça. En ce qui me concerne, ça a plus ou moins fonctionné. Puis, c'est pas à cause du sport, parce que finalement, la partie sportive était bien faite. C'est juste comme le restant. Est-ce que je lirais d'autres livres de l'auteur? Je pense pas. Mais bon, voilà. Ça a été lu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la fameuse animation que j'ai à faire demain, en espérant que je sois sur pied. Mais j'ai pas bien le choix parce que en plus, on reçoit l'auteur, donc je vais mettre un masque et je vais y aller. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'on dans notre club de lecture que j'anime, on explore différentes plumes. Puis si la dernière plume était pas totalement habile, puis il y a plein de gens qui ont souligné ça, je sais pas comment ils vont avoir perçu ça. Peut-être que quelqu'un qui est habitué justement à vraiment accrocher à des quotidiennes télévisuelles, j'ai l'impression que peut-être que ça va le faire, puis que pour lui,
pour ces personnes-là, ça va pas être dérangé que justement les personnages se fassent un peu en surface, que ce soit à grands traits, que ce soit humoristique, même si c'est maladroit un peu. Ça se peut que ça fonctionne, mais j'ai quand même hâte de voir. Là, je suis curieuse. Les participants et participantes à cette animation-là ont des bagages différents au niveau littéraire, puis ont des attentes différentes, puis ont des goûts différents. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va être reçu. Bref, voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais poursuivre mon repos. Je vais voir si je suis capable de vous reprendre éventuellement aujourd'hui ou dans la semaine. Ça se peut que ce soit au ralenti pour la lecture, comme vous pouvez vous en douter. Mais bon, voilà. Alors, voici ma petite recension de cette lecture que je devais terminer. C'est fait. Je vais passer à autre chose pour le reste de la semaine. Et tout près, il y avait des coopérants soviétiques qui construisent un mausolée gigantesque pour la momie, une momie maintenant, tout va bien, de Agostino Neto, le père de la Révolution. Mais les enfants, ils veulent pas qu'on touche à leur quartier et on parle de guerre des boutons tropicale. Pourquoi pas? Ça a l'air drôle, ça. Ça a l'air drôle. Donc, je reprends ça, je remets ça dans Typo. Ça va faire limite de la SMR proche de mon micro. Bonjour vous autres. Alors, on est le mercredi 25 février et je suis encore à la maison parce que je suis toujours malade. Donc, vraiment, ça va avoir été une semaine 100% microbes, malheureusement. Et, ben écoutez, je vous reviens parce que je vais, contre mauvaise fortune, bon cœur, j'ai décidé de quand même vous parler de quelques livres, donc, dont une lecture d'un album jeunesse vraiment excellent que j'ai lu. 2 albums jeunesse, plus un petit topo sur la Semaine de la liberté d'expression, donc qui se déroule au Canada du 22 au 28 février. En anglais, c'est Freedom to Read. Je trouve qu'en ces temps douteux au niveau de la liberté d'expression et de la liberté tout court, je trouvais que c'est pertinent peut-être de faire un petit topo là-dessus. Alors, me voici avec ma première lecture dont je vais vous parler, qui est un album qui s'appelle Une histoire de princesse. C'est de Stéphane Servant et Pauline Duhamel. C'est publié chez Didier Jeunesse. Donc, c'est l'histoire d'une princesse, comme ça le dit. Mais c'est un album qui joue justement sur tous les codes des contes et qui choisit de proposer un personnage féminin fort et qui a vraiment du caractère et qui finalement va un petit peu interpeller l'auteur parce que ça se passe pas comme elle veut. Donc, l'auteur va commencer avec des histoires classiques de contes, une orpheline,
qui habite dans une famille, qui est méchante avec elle. Et puis à chaque fois qu'il va arriver dans une niche très cliché, très contraignante, très préjudiciable en fait d'un conte, la princesse va dire ben non, mais c'est pas ça que je veux une histoire de princesse. Bon, finalement, l'auteur va réussir à la satisfaire en lui proposant, désolée, en lui proposant une histoire où elle va se ramasser dans un château où ça va bien, est avec des gens qui l'aiment, une belle famille, mais c'est un château où, comme princesse, elle va avoir des tâches à faire qui sont liées à la royauté, donc des tâches de représentation, etc., etc. Et la princesse va finalement se rendre compte que c'est peut-être pas exactement la vie qu'elle veut. Elle va finir par partir. Elle va toujours être en compagnie de son fameux cochon, qui est un peu un hommage aux trois petits cochons, mais c'est tellement tordant, c'est délicieux, c'est évidemment un hommage à la prise de position contre la pression sociale, contre les préjugés sociaux, contre tout ça qui nous est un peu, dont on nous gaffe depuis qu'on est tout petit, c'est-à-dire les contes classiques. C'est vraiment, vraiment, vraiment parfait. Les dessins, j'étais pas trop sûre au début. C'est un peu... ça manque, c'est un petit peu comme pas sur le rough, mais pour moi, ça manquait un petit peu de finesse. En même temps, ça va tout à fait en phase avec avec ben, le fait que la princesse, justement, veut être une princesse, mais dans le fond, elle veut être qu'est-ce qu'elle pense qu'est la vie d'une princesse. Mais c'est pas ça du tout, finalement, au bout du compte. J'ai vraiment adoré, donc je vous le conseille vivement. C'est paru chez Didier Jeunesse au début janvier, donc c'est quelque chose que vous pouvez sans doute trouver facilement en librairie, potentiellement en bibliothèque sous peu. Donc voilà. Sinon, j'ai lu cet après-midi ce livre-ci que j'avais emprunté à la bibliothèque qui est raconte la véritable histoire du premier rat de bibliothèque. Donc, c'est écrit par Marine Cotte et Stéphane Fitoussi, illustré par Yomgi Dumont. C'est publié chez Syros en collaboration avec la BNF Édition, donc Bibliothèque nationale de France. C'est un album documentaire, disons. C'est quand même une histoire, mais évidemment que c'est une histoire qui va faire en sorte que on va découvrir comment fonctionnent les bibliothèques et comment fonctionne la Bibliothèque nationale de France aussi. Mais c'est surtout l'histoire de Rature, qui est un jeune rat, qui est super passionné de littérature. Il y a des rats qui mangent des livres, mais lui, c'est un rat qui lit les livres. Et son grand-père, juste avant de mourir, va lui dire que jadis, il était un écrivain qui a écrit un roman. Mais évidemment, il n'a pas signé comme étant un rat parce que ça aurait créé tout un remous. Et que finalement, quand les gens ont fini par découvrir quand même que son roman était écrit par un rat, il a été retiré partout, des ventes et tout. Puis que le seul exemplaire qui reste, c'est la Bibliothèque nationale de France. Donc, Rature va partir en quête de cet exemplaire-là parce que son grand-père lui demande d'aller le retrouver. Malheureusement, son grand-père décède. Donc, Rature va se ramasser à la Bibliothèque nationale de France, à l'édifice François Mitterrand, je pense. Ouais. Le site François Mitterrand, qui est le site plus particulièrement ben moi, je m'y connais pas, mais je suis jamais allée, malheureusement, j'aimerais bien. Mais donc, c'est comme 4 bâtiments en coin qui évoquent un peu des livres ouverts, puis au centre, il y a une section un peu de forêt. Donc, c'est là qu'il va se rendre. Il va rencontrer une ratonne qui s'appelle Clara et qui, elle, habite dans la BNF et qui rêve de devenir bibliothécaire et qui va lui faire découvrir un peu toutes les salles de la BNF, mais surtout à la recherche particulièrement du fameux livre du grand-père qui s'appelle Cadabra, Abraham Cadabra, je pense. Voilà, donc ils vont essayer de le chercher. Ça va vraiment, évidemment qu'on comprend que, puis on le perçoit un peu que c'est une excuse pour nous faire le tour de tout ça, de faire le tour du fonctionnement d'une bibliothèque, à la fois dans les salles de lecture, dans la salle de dépôt légal, la section des livres rares, les magasins avec les livres qui sont entreposés mais qui ne sont pas nécessairement en accès libre au public. Mais c'est tellement intéressant parce que les personnages sont vraiment adorables. On y croit absolument. On a hâte de voir c'est quoi le fameux roman qui va être découvert. On va finir par apprendre que ce roman existe vraiment. Et ben voilà. Donc, c'est super intéressant. J'ai adoré ça. À l'intérieur, c'est vraiment quand même une histoire qui est assez conséquente. Donc, on est vraiment dans... Souvent, ça va être une page avec une page illustrée, mais là, ça peut être des fois 2 pages complètes. Par contre, il y a des superbes illustrations, comme voyez-vous, ça c'est quand Rature arrive au site de François Mitterrand de la BNF. Puis à la fin, il y a des explications sur
ben, un petit lexique, évidemment. Qu'est-ce que c'est une bibliothèque? Un lexique de certaines choses. Quelque chose que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est-à-dire la chaîne du livre, mais bon, le circuit du livre dans une bibliothèque. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une bibliothèque, c'est-à-dire le livre, à partir des acquisitions jusqu'à la mise en circulation, etc. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu passer, ce livre-là. Il est paru, je sais pas quand il est paru. Moi, j'ai emprunté une des bibliothèques à laquelle je suis abonnée. Septembre 2024 en France. Fait que peut-être début 2025. Ah non, avril 2025. Ouais, c'est ça que je pensais. Il a été acquis en avril 2025 par la bibliothèque où je l'ai emprunté, mais dans le fond, il a dû paraître peut-être début 2025 ici au Québec. Mais vraiment, ça vaut la peine. C'est une histoire sympathique. Ça, c'est un exemple d'un album informatif bien fait. Oui, bien sûr que comme adulte, on va comprendre un peu plus les ficelles, mais c'est pas moralisateur, ça fait juste attiser la curiosité. Dans mon cas, ça me donne envie d'aller visiter la BNF en France. Donc, vraiment excellent. Puis, même si c'est un fonctionnement qui est un peu différent, parce que c'est sûr que les bibliothèques en France versus les bibliothèques au Québec, c'est pas pareil. Puis, dans ce cas-là, ici, c'est vraiment la Bibliothèque nationale. Mais dans le fond, c'est un peu un parallèle avec la grande bibliothèque qu'on peut avoir ici. Il n'y a pas les mêmes infrastructures, mais c'est un peu le même principe. Ici, la grande bibliothèque, donc Bibliothèque et Archives nationales du Québec, est le lieu, en fait, où le dépôt légal doit être fait au Québec, donc où les éditeurs déposent un exemplaire de chacun des livres publiés. Donc, les parallèles peuvent vraiment être faits. Mais en tout cas, si vous ne le connaissez pas, juste pour vous, amateurs de livres, allez-y. Si vous avez une classe, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. En plus, ça fait voyager un peu. Excellent. Excellent. À lire à voix haute avec l'enfant ou les enfants, moi, je trouve que c'est parfait. Parce que j'ai vraiment adoré ça. Donc, deuxième lecture. Et sinon, ben écoutez, en cette semaine de la liberté d'expression, j'avais un livre à la maison que je ne vais jamais lire d'une couverture à l'autre. Je vais quand même vous montrer mon super signet que je trouvais excellent. C'est encore un signet out of print, mais qui met en lumière justement la censure en ces temps de dossiers Epstein qui ont été caviardés. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour la littérature. J'avais acquis ce livre-là qui s'appelle Banned Books. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. Banned Books, c'est les livres les plus controversés au monde, en fait, de toutes les époques. Ça a été publié chez DKC. C'est publié par Penguin Random House. Absolument, DK, c'est une collection qui fait des documentaires souvent pour enfants. Là, c'est plus pour adultes. Mais dans le fond, en gros, je vais vous montrer un peu le contenu, mais on va voir tous les livres qui ont été les plus contestés à travers les époques et à travers le monde. Et ça va vraiment se présenter sous forme de, par exemple, souvent ça va être 2 pages par livre. Et vous avez vu que j'ai mis des post-it parce que je suis allée avec, évidemment, la plupart des livres, on les connaît. Dans les livres les plus récents, ça me surprend. Plus récents, je parle vraiment début du 21e siècle. Là. Mais pour les autres, évidemment, c'est des livres qu'on aurait pu prévoir. Mais j'ai mis ceux que j'avais à la maison. J'en ai quand même pas mal. Je vais faire un petit mini tour d'horizon quand même de ça. Évidemment, les contes de Grimm, qui, dont entre autres font partie Hansel et Gretel, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, etc. Puis dans le fond, la raison pour laquelle ces contes-là avaient été censurés, c'est parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis avaient utilisé ces contes-là détournés pour faire la glorification, en fait, du peuple arien. Donc, une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, bien évidemment, ça avait été banni en Allemagne particulièrement, parce qu'ils considéraient que ça avait été un outil de propagande. Donc, voyez-vous que c'est pas toujours pour les raisons qu'on pense. Des fois, ça peut être dans des cas un peu louches, mais là, dans ce cas-ci, après ça, ben, Frankenstein de Mary Shelley, que j'ai lu la semaine dernière. Dans le fond, dans les années 1950, Frankenstein a été banni en Afrique du Sud. Dans le fond, c'était considéré que la publication c'était considéré comme indécent ou obscène. Puis dans le fond, parce qu'évidemment, c'était quelque chose d'un peu particulier et tout ça. Donc, voyez-vous, Mary Shelley, quand même, qui est un roman gothique, qui peut être horrible, mais bon, voilà. Après ça, on va aller un peu plus rapidement. Un livre que j'ai ici qui s'appelle The Awakening de Kate Chopin, qui est paru justement à la fin du 19e siècle, donc en 1899. C'est un des premiers romans féministes qui est paru.
Et bien, évidemment que ça a été condamné pour ça. Il y a eu vraiment beaucoup de problématiques pour cette autrice-là à se faire publier éventuellement. Ça a été retiré de plusieurs bibliothèques. Puis évidemment, quand il y a eu la espèce de deuxième vague du féminisme des années 70, c'est revenu de l'avant comme étant justement un précurseur du roman féminisme. All Quiet on the Western Front d'Éric Maria Remarque, qui est un Allemand qui avait écrit ce roman-là, qui décrivait vraiment, qui avait été dans l'armée allemande, puis qui décrivait vraiment comment ça s'est passé dans la guerre des tranchées. Puis c'était très pacifique. Puis, ben, dans le fond, sous l'Allemagne d'Adolf Hitler, ben, ça avait été condamné, évidemment, parce que ça décrivait les soldats allemands comme n'étant pas des personnes héroïques, entre autres. Voilà, etc., etc. Donc, quand même, All Quiet in the Western Front, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui le connaissent sous la forme d'un film, mais c'était d'abord un roman qui a été banni. Ensuite, Brave New World d'Aldous Huxley. Évidemment, tout ce qui est science-fiction, mais celui-là ici, ça avait été, c'est une utopie, évidemment, pour un futur qui est mené par les technologies. Et dans le fond, ça a été banni, ça a été contesté, en fait, particulièrement en Irlande. Parce que dans le fond, ça avait des thèmes, ça mettait de l'avant vraiment le côté... les grossesses étaient faites seulement in vitro, les gens peuvent avoir du sexe pour du sexe, il y avait des films de réalité virtuelle, il y avait une drogue du bonheur, etc., etc. Donc, ça avait été condamné pour ça. On est quand même pas si loin de Brave New World maintenant. Ensuite, ben, ça c'est un peu sans surprise. C'est tous les livres que j'ai chez nous, en fait, vous en parlez. Le journal d'Anne Frank a été censuré. Le journal d'Anne Frank, quand même, a été censuré parce que ça faisait référence à la puberté et à la sexualité en émergence de Anne Frank, alors que dans le fond, on s'entend que l'accent du roman, est-ce que c'était vraiment ça? Mais son journal, est-ce que c'était vraiment ça? Même dans les années 80, ça a été contesté en Alabama parce que ce livre-là était trop déprimant. Alors voilà, je ne sais pas si c'était la réalité qui était trop déprimante ou bien non, le journal, mais bon. Sinon, évidemment, 1984 de George Orwell, Big Brother nous surveille. C'est quelque chose qui mettait de l'avant tout ce qui était... qui mettait de l'avant tous les dangers des sociétés totalitaires. Donc, on comprend que plusieurs pays qui étaient considérés comme des sociétés de dictature l'ont banni. À l'époque, dans la Russie de Staline, dans le fond, ça avait été aussi banni. Dans l'Union soviétique, ça a été banni entre 1950 et 1990. Ça a été banni aussi en Floride parce que c'était considéré comme pro-communiste. Bon, vous voyez un peu où on veut y aller. Donc, quand même. Après, bien évidemment, Fahrenheit 451, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est un livre qui parle de la censure. Donc, qui fait en sorte, dans ce livre-là, les livres sont considérés comme des foyers d'idées qui ne sont pas positives. Donc, réfléchir, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que les livres sont bannis, sont brûlés. Évidemment que Fahrenheit 451, on peut comprendre pourquoi ça aurait pu être banni, ce qui est assez particulier. C'est que dans les années 60 et 70, les éditeurs Ballantine Books ont ressorti une édition, et sans aviser Ray Bradbury, une édition qui était expurgée de certaines références, même réécrit en fait, changer un peu les personnages de certaines situations. Et dans le fond, de 1973 à 1979, cette version-là qui était expurgée et modifiée à l'insu de l'auteur, c'était la seule version qui était disponible aux États-Unis. Éventuellement, quand Ray Bradbury a appris la situation, a fait retirer tous ces livres-là, et maintenant, la version qui est disponible, c'est la version originale. Mais c'est pour vous donner à quel point ça peut aller. C'était un livre sur la censure, et c'est un livre qui a été expurgé et censuré par un éditeur qui publiait le livre, à l'insu de l'auteur original. Bravo. Sinon, In Cold Blood de Truman Capote, c'est paru en 1965. Ça, c'était quand même... ça a été considéré comme un pionnier dans ce qu'il appelait comment il appelait ça, Truman Capote? Il disait qu'il avait inventé un nouveau genre littéraire qui était un roman de non-fiction. En fait, c'était l'ancêtre du true crime, parce que dans le fond, Truman Capote, là-dedans, va narrer de nouveau une affaire qui avait eu lieu, qui était l'affaire de la famille Clutter
où il y a eu plusieurs meurtres qui ont eu lieu. Et dans le fond, c'est comme, il narre ça, puis dans le fond, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Ça a été banni surtout parce que c'était hyper violent, que souvent ça avait été, évidemment, c'est un true crime, donc je veux dire, si c'était des meurtres, je ne sais pas comment ça peut ne pas être violent, mais c'est que souvent c'était proposé à l'étude pour des jeunes ados, pas des jeunes ados, des jeunes adultes, donc fin du secondaire, et c'était considéré comme trop violent pour ça. Donc voilà. Après, évidemment, The Handmaid's Tale, excusez, je commence vraiment à avoir le mépris. Donc, La Servante écarlate de Margaret Atwood, cette autrice canadienne qui est parue en 1985, encore une fois, dénonçait une dystopie, par une dystopie, un régime totalitaire qui enfermerait la femme dans sa fonction de reproduction, puis que sa vie serait déterminée vraiment par ça. Évidemment que ça a été contesté. Ce qui avait été le plus dénoncé, en fait, c'est les nombreuses scènes de sexe et entre autres de VIOL qui ont lieu là-dedans parce que ça fait partie des sévices qui sont faits aux femmes dans ce roman-là. Mais ça a été condamné pour ça alors que techniquement, c'est là pour dénoncer. Donc, bref, The Handmaid's Tale, que j'ai pas encore lu, que je devrais lire, mais que j'ai ici dans mes étagères en attente. Et évidemment, écoutez, Philippe Pullman, quand même, His Dark Materials, donc The Golden Compass, The Amber Spy... The Golden Compass, The Amber Spyglass et The Subtle Knife. The Subtle Knife et ensuite The Amber Spyglass. Ça a été dénoncé, ça, puis ça a été contesté parce que c'est un livre qui met de l'avant une société qui a fait dériver la religion. Donc, c'est considéré comme un roman qui prône l'athéisme, en plus d'être un roman qui est dans la fantasy. Et c'est pour cette raison-là que ça a été contesté, ça a été complètement banni par plusieurs sociétés catholiques sur cette base-là. Alors, c'est pas que c'est pas vrai que le roman de Philippe Pullman met de l'avant une idée athéiste. Donc, en fait, fait en sorte que la religion est vraiment représentée comme étant quelque chose de, entre guillemets, potentiellement malsain. Mais en même temps, ça reste une fiction, donc c'est pas non plus la propagande, mais ça a été dénoncé pour ça. Évidemment, la série Harry Potter, ce livre-là est paru, sans doute a été fait avant qu'il y ait toute la controverse sur l'autrice J.K. Rowling concernant ses convictions et ses actions en fonction de ses convictions concernant tout ce qu'elle considère comme, en fait, c'est des actions qui sont transphobes. Mais bon, ce livre-là a été fait avant, puis ce qui a été, ce pourquoi ça a été contesté, la série Harry Potter, c'est principalement que ça présentait la magie comme étant à la fois bonne et mauvaise, ce qui n'est pas vrai, parce que la magie n'est que mauvaise. Hein? Voilà. Et sinon, pour finir, Persépolis, qui est la dernière lecture dont je vais vous parler, évidemment, de Marjane Satrapi, qui est une série de romans graphiques qui relate, en fait, l'enfance de l'autrice, qui se passe, une partie de l'enfance de l'autrice qui s'est passée, dans le fond, entre le début de la Révolution islamique en 1978 et la fin de la guerre Iran-Irak en 1988. Donc, ça a été banni en Iran parce que c'était à ce moment-là la Révolution islamique, puis ça dénonçait la Révolution islamique. Et voilà, donc juste pour vous donner un petit peu d'idée. Voyez-vous, juste ça, c'est ce que j'ai chez moi, mais la plupart de ces livres-là, c'est des livres qu'on connaît, c'est des livres qui ont des messages importants. Il y a des livres qui ont été condamnés parce que certaines personnes avaient des frilosités par rapport au fait que ça abordait certains sujets. Par exemple, quand on trouve qu'un roman est trop violent. Il y en a d'autres qui ont été abordés parce que c'était considéré comme véhiculant des idées non permises, etc., etc. Cela dit, ça reste que les contestations, la censure, c'est réel, c'est pas quelque chose du passé. Il y a ici, ça relate en fait du début jusqu'à nos jours. Je travaille en bibliothèque. Les demandes de contestation, s'ils ne sont pas aussi nombreuses qu'aux États-Unis, demeurent présentes. Donc, il ne faut pas juste Fahrenheit 451, c'est pas si long. C'est pas si loin. Donc, il faut juste rester à l'affût. Puis, je vais terminer en vous parlant de Persépolis. Je pense que ça va terminer le vlog aussi parce que le vlog est quand même assez long.
Donc, j'ai lu le tome 1 de Persépolis. Je vais lire, bien entendu, les autres. Et ben, dans le fond, c'est la période qui est de 1978 à, je ne sais pas c'est quand, c'est vraiment les premières années. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est présenté par petits chapitres. Là, je ne sais pas si, je vais vous montrer ici. Et on va suivre Marjane, donc l'autrice, qui grandit dans un Iran qui a été ballotté depuis des siècles entre pays, entre dominations, qui s'est terminé avec une partie avec l'Empire britannique. Et la révolution islamique vient tout juste d'arriver. Marjane Satrapi est encore en mode, elle croit vraiment beaucoup à la religion. Ses parents, c'est des parents qui sont marxistes. Donc, c'est des parents déjà qui sont rebelles. Son grand-père avait été en lien avec l'ancien empereur avant que ça soit, qu'il y a eu dans le fond, une espèce de putsch. Et on va voir, dans le fond, la compréhension de cette situation-là complexe par une jeune fille qui va être en quête de sens à un très jeune âge, qui va essayer de tout comprendre, qui va poser des questions, qui va aussi être menée aussi par la religion, par elle-même, parce qu'elle-même veut que ça soit comme ça. Quand elle va en apprendre un peu plus, elle va finir par demander de s'informer. Elle va lire beaucoup de choses. Elle va être familière avec les théories communistes assez rapidement. Par contre, elle va être aussi témoin de plein de choses. Un oncle qui s'en va en prison, son grand-père qui avait été emprisonné. Elle va comprendre qu'en prison, les gens qui sont là, souvent c'est des gens qui sont en opposition au régime, vont se faire torturer. Mais c'est toujours le point de vue de cette petite fille-là dont la réflexion évolue énormément. On n'est pas, pour le moment, dans le tome 1, dans la grosse détresse. On voit que le personnage a des émotions. On voit surtout qu'elle a une soif de comprendre, qu'elle ne veut pas être prise pour quelqu'un qui n'est pas capable de réfléchir. C'est hyper intéressant. C'est présenté par comme sous-chapitre. Donc, elle va nous parler de différents angles, comme quand le foulard devient obligatoire avec la République islamique. Mais ça va nous permettre quand même d'aller découvrir une partie de l'enfance qu'elle va nous présenter. Après ça, la bicyclette. Après ça, Persépolis. Ça, c'est plus qu'un nouveau de la royauté. Elle veut toujours jouer à Monopoly, puis ses parents ne veulent pas, évidemment, parce que bon, c'est un petit peu à l'envers, le capitalisme versus le marxisme, c'est un peu particulier. Puis, dans le fond, l'histoire se suit en continu, mais c'est comme les chapitres, entre guillemets, ont des thèmes, puis on va y aller un peu là-dessus. C'est excellent. J'arrive après le bateau, bien entendu, parce que tout le monde connaît Persépolis. Il y a même eu un animé, évidemment. Mais si, comme moi, vous ne l'avez jamais encore lu, pourquoi pas le lire cette semaine? C'est un bon moment pour le lire. Surtout avec ce qui se passe maintenant, avec tout ce qui se passe aussi au Moyen-Orient qui ne s'est pas calmé. C'est important de lire ces choses-là tout le temps, de se faire un peu confronter. Vraiment, je ne peux que vous recommander Marjane Satrapi si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà abordé. Comme je vous dis, je vais lire les autres tomes, bien évidemment. Je trouve ça intéressant parce qu'en plus, ce point de vue-là, c'est un point de vue, bon, évidemment, en même temps, c'est une autofiction. Fait que, tu sais, je peux pas vraiment passer un jugement là-dessus, mais je trouve que sa façon de le présenter, c'est intéressant parce que ça met de l'avant le fait que, comme enfant, oui, elle était un peu une éponge de ce qui lui était proposé par la société ou par ses parents ou par les gens qui étaient importants, mais c'est surtout une enfant qui avait une soif de nuances, ce qui est assez rare ou c'est pas à ça qu'on pense en général pour un enfant. Donc, ça m'a vraiment marqué. Alors voilà, c'était ma lecture semaine de la liberté d'expression. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit segment-là. Je vais arrêter le vlog ici parce que de toute façon, il est très long et parce que de toute façon, je ne suis pas dans un état particulièrement engageant pour vous, ni pour moi. Je vais le poursuivre, genre, on commencerait un nouveau là, dès que je peux. Mais j'espère quand même que cette semaine-là, même si elle a été 100% microbe, que j'ai une tête d'enterrement et que je parle du nez. J'espère quand même que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie. Je sais que quand le vlog va paraître, la semaine de la liberté d'expression va être terminée, mais juste depuis une journée. Fait que je pense qu'on peut quand même, si jamais ça vous dit. C'est un livre qui est intéressant. Il y en existe plusieurs autres. Vous pouvez aller aussi, je vais vous mettre en lien en description, le lien vers peut-être la page de l'événement national qui est Freedom to Read, donc la semaine de la liberté d'expression. N'hésitez pas à aller voir dans vos bibliothèques, il y a peut-être encore une exposition de suggestions de lecture qui sont là. Ça vaut la peine. Donc, il faut prendre ça en main quand même. Il ne faut pas juste attendre que ça nous soit proposé. Des fois, ça vaut la peine de juste surfer là-dessus. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous, de votre côté, vous n'avez pas autant de microbes que moi, mais j'espère que vous faites quand même des superbes lectures.
Puis ben, tout ce qu'il nous reste à nous dire, c'est à la prochaine, avec, j'espère, un peu moins de microbes.